Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Voilà, il n'est pas tout à fait 8h15, mais il est déjà là. C'est David Lester, chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement bruxellois et président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur, qui est notre invité. Bonjour David Lester. Bonjour M. Confilet. Les députés bruxellois du mouvement réformateur, ils ont les moyens de se payer un voyage au Maroc ou pas ? Oui, on pourrait, ça j'y ai moi-même été cette fois-ci, cette année, tout seul, avec mes propres deniers. Mais vous faites référence à l'article de la Libre Belgique de ce matin. Exact. Ce voyage, donc, était public. Moi, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. J'assume tout et à le faire, je le referai. Vous ne cachez rien. Rien du tout, ou bien au contraire, a été proposé et financé par le Parlement marocain dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. C'est vrai que c'est un outil qui est peu utilisé, mais qui peut être utilisé par les parlementaires qui eux-mêmes vont dans telle ou telle région, tel ou tel pays pour mieux comprendre ce qui s'y passe et dialoguer avec les autorités sur place. Oui, donc c'est un voyage avec David Wetzman, Gaëtan Magotsonoven, Clémentine Barzin en septembre 2022, donc oui. Il y a quelques mois. Et donc c'est effectivement le Parlement marocain qui a payé ce voyage, relève la Libre Belgique. Vous êtes resté combien de jours ? C'était pour faire quoi ? 2 jours et demi. On a rencontré à la fois, moi j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, j'ai rencontré des autorités sur place, donc des gouverneurs de province, des entreprises aussi, parce qu'il y a un développement économique assez puissant dans certaines régions là-bas. Mais c'était assez intense, sur 2 jours de journée. Le reproche qui vous est fait, David Lester, notamment par la Libre Belgique, c'est que c'est un voyage au Sahara occidental. Donc c'est pas n'importe quelle partie du Maroc, c'est une zone annexée par le Maroc. C'est une annexion qui n'est pas reconnue au niveau international. On a le sentiment que vous y êtes allé et que vous avez un petit peu dit dans la presse marocaine que les choses étaient formidables, que c'était le développement économique, que c'était la paix, que l'annexion du Maroc de cette partie de territoire ne posait pas de problème. Est-ce que vous vous êtes pas fait un petit peu instrumentaliser ? Alors c'est toujours le risque évidemment de quelle va être la récupération de la presse locale par exemple. Ça on ne sait pas tout contrôler. Ce que je peux vous dire c'est que sur place en effet il y a un très puissant développement économique qui est en cours avec pas mal d'emplois qui sont créés. C'est une porte d'entrée de l'Afrique, ça c'est un premier point. Second point, j'entendais tout à l'heure votre collègue dire que c'était une situation de guerre sur place et autres. Je veux dire que c'est pas du tout le cas. Ça, loin s'en faut. Donc là vous êtes sur la même longueur d'onde que l'ambassadeur du Maroc qui nous dit que c'était une région relativement stable. C'est très stable, oui, puisqu'on y est resté que 24 heures à peu près. Mais je peux vous dire que c'est très très stable. Ouais. Ça, oui. Quand vous dites des choses comme ça, vous allez dans le sens de la communication du Maroc. Alors ça va sûrement flatter un certain nombre d'auditeurs qui ont des origines marocaines, mais c'est un petit peu dérangeant ou pas ? Non, vous savez, la Belgique, et on n'est pas le premier, d'autres pays se sont inscrits. Mais donc ça veut dire qu'il faudrait reconnaître cette annexion du Sahara occidental par le Maroc ? En tout cas, le plan qui est proposé par le Maroc est une excellente base de discussion, ça c'est ce que l'on a dit, et moi je me tiens à cette position-là. Ouais. Est-ce qu'il faudrait reconnaître cette annexion qui n'est pas reconnue par la Belgique, et c'est pas le discours officiel de la Belgique ni des Nations Unies ? Non, je pense que ça doit être un discours qui est tenu par la diplomatie belge, mais je redis, le plan qui est proposé par le Maroc est un excellent plan de discussion, et je pense qu'il faut s'inscrire dans cette discussion-là. Ouais, le fait que votre voyage ait été payé par les Marocains, est-ce que c'est très différent de ce qu'on reproche par exemple à Marc Tarabella et d'autres parlementaires européens qui ont eu des voyages payés en échange d'une forme d'influence sur leur discours ? Oui, alors ça, je pense que c'est radicalement différent. Je veux dire, il y a quand même une mesure assez importante entre aller dans tel ou tel pays et attendre, si j'ai bien compris, ce qui est en tout cas reproché à M. Tarabella, attendre des valises de billets au bas de tel ou tel hôtel, ou entretenir un partage, un dialogue, une discussion. Si on me demande à moi d'arrêter de dialoguer, de partager, y compris avec des personnes qui ne sont pas dans les 19 communes de Bruxelles, alors moi je vais arrêter tout de suite, parce que je pense que c'est hautement important de le les faire. Marocains vous invitent. Oui. Ils ont facilité votre voyage et c'est quand même tout bénéfice pour l'État marocain puisqu'on entend dans votre discours qu'ils ont réussi à vous convaincre. Non, je le redis, je le pensais déjà avant, et d'ailleurs d'autres pays, eux, vont un pas plus loin, d'autres pays que la Belgique, sont tout à fait d'accord avec l'idée que le Sahara soit au Maroc, et nous, on dit, cette base-là est une excellente base de discussion. J'ai pas changé par rapport à ça, mais je reviens, c'est vrai, avec toute une série d'éléments d'information et de documentation qui sont hautement importantes. Je rappelle quand même que Bruxelles, c'est vrai, il y a une forte concentration de personnes qui sont d'origine marocaine, première, deuxième génération. C'est important aussi que l'on puisse comprendre à quel point cette situation-là est, oui ou non, pénible, oui ou non, une situation de guerre, puisque c'est quand même un dossier qui revient régulièrement dans les échanges ici à Bruxelles. Il n'y a pas de faute commise dans ce voyage ? Non, pas du tout. Et je dis, je l'assume, et à refaire, je le referai. Vous le referiez. Devenir le premier parti de la région bruxelloise, c'est l'objectif maintenant du mouvement réformateur ? C'est l'objectif. Vous savez, il n'y a pas encore si longtemps que ça, on avait dans le nord de Bruxelles plusieurs communes qui étaient, par exemple, gérées par des bourgmestres libéraux. Il y a de ça 5, 6, 7 ans, en fait. Et donc, c'est tout à fait faisable. Ce que j'entends aussi, c'est gros filet, c'est que ça fait 20 ans
que les libéraux dans l'opposition maintenant. Il y a une situation de fait par rapport au taux de chômage, taux de pauvreté, que c'est vrai nous condamnons, mais d'autres éléments également, qui ne peuvent pas nous être reprochés à nous. Et donc progressivement, j'entends auprès des personnes qui habitent Bruxelles dire c'est vrai, il est temps qu'il y ait une alternative, et l'alternative ça peut être que nous. Et ça ira mieux avec vous? Le chômage, la sécurité, d'autres domaines. En tout cas, c'est sûr qu'on a une batterie de mesures qui sont proposées qui doivent faire en sorte que ça accélère l'augmentation du taux d'emploi à Bruxelles. Cet objectif d'être premier, il a donc été annoncé par Georges-Louis Boucher. Vous l'avez aussi répété à vos militants lors de la cérémonie des vœux que vous avez tenue il y a quelques jours à la salle de la Madeleine. Dans les sondages, quand même, vous n'êtes pas premier pour l'instant. Hein. Le dernier grand baromètre Ipsos pour RTL le soir vous donne en deuxième position 20,3% d'intention de vote. Le PS est à 21,6%. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence et vous permettre de passer premier? Je pense qu'il n'y a qu'un élément, c'est le travail de terrain. Ça, je suis assez convaincu. Il y a toute une série de quartiers. Donc, venir à la radio, ça ne sert à rien. Mais si. Alors, les médias, évidemment, sont importants. Mais donc, c'est plutôt aller serrer des mains, être sur les marchés, discuter avec les électeurs. Être tout le temps, le plus possible. Vous le faites? Ouais, attendez, beaucoup. Oui, beaucoup. J'y ai perdu mes cheveux et une partie de mon poumon. Et vos militants, ils le font. Vous sentez qu'il y a une mobilisation ou pas? Mais il y a un an, on a lancé la campagne il y a un an officiellement. Vous me disiez d'ailleurs à l'époque, c'est pas un peu tôt. Je pense que c'est jamais trop tôt pour lancer une campagne de ce type. Et donc en effet, tous les week-ends et en semaine aussi, quand on peut, on est dans la rue en fait, dans la rue, à frapper aux portes, à aller sur les marchés. Et je vois que d'autres partis sont en train de nous emboîter le pas. Donc c'est qu'on n'avait pas de sort. C'est quoi l'objectif? Donc être premier à la région, reprendre des majoras aux communes, absolument, au communal. Parce que, vous savez, en Belgique, on est dans un système de coalition. Donc, si vous n'êtes pas premier et suffisamment fortement premier, vous ne pouvez pas imposer votre programme, ou du moins pas suffisamment facilement. Et donc, on doit être premier et bien premier. Et si vous êtes premier de justesse, ou deuxième, ou troisième, vous êtes quand même candidat à rentrer dans une coalition, même si vous n'avez pas la première place? Oui, bien entendu. Je veux dire, à un moment donné, je crois qu'on a un parti de pouvoir, on a un parti de responsabilité. De préférence avec qui? Avec les vainqueurs. Donc si le PS est premier et le MR deuxième, vous êtes prêt à aller avec le PS? Je crois qu'il faut respecter l'électeur. Je repose ma question sur les communes. C'est quoi les communes que le mouvement réformateur pourrait envisager de prendre? Les majorats que vous rêvez d'arracher? Alors il n'y a pas mieux pour ne pas les arracher que de les dévoiler maintenant, mais on a, je crois, le premier objectif c'est de remonter dans les majorités. On n'est que dans 6 majorités sur 19, ce qui est quand même très peu pour un parti comme le MR. C'est ça mon premier objectif. Si derrière ça, on peut préparer le terrain pour reprendre un maximum de majorats en 2030, alors moi j'estime que j'ai réussi ma mission. Donc vous êtes là pour du long terme? Non, moi je pense que je ne ferai qu'un mandat. Vous savez, c'est un métier qui est assez compliqué. Je voudrais qu'on parle de l'actualité, David Lester. Rudy Vervoort, qui a apporté hier, il était à votre place dans ce studio, un net soutien à la désignation de Marie-Pierre Fauconnier comme future directrice de Bruxelles Environnement. Il a raison ou pas? Vous savez, je connais pas bien Madame Fauconnier. Elle est arrivée première classée par un jury. Est-ce qu'on doit suivre les conclusions du jury ou est-ce qu'on doit entendre le personnel de Bruxelles Environnement qui dit qu'elle a des méthodes de management qui sont un peu dures et qu'on n'a pas envie d'expérimenter à Bruxelles Environnement? Oui, non, alors ça, non, je suis pas d'accord du tout. En effet, il y a eu une procédure. Madame Fauconnier a gagné. Donc à partir de là, il faut respecter cette procédure. Et si ça ne se passe pas bien, il existe aussi des procédures pour que Madame Fauconnier ne reste pas, si c'est si catastrophique que ça. Mais on ne peut pas, alors il fallait ajouter dans la procédure l'élément où on est les travailleurs. Donc elle est première classée par le jury. C'est comme le délégué la droit de logique, l'enfant. Je veux dire, à un moment donné, qui est arrivé premier, monsieur? C'est lui qui doit l'être. Ça a duré plus d'un an pour le délégué général aux droits de l'enfant. Il a fallu un coup de gueule au Piri-Violet lundi matin pour que ça s'accélère. Je crois qu'il a eu raison de le faire. Et vous craignez que ça soit la même chose à Bruxelles Environnement, que ça dure encore quelques mois? La technique fonctionne pas mal, donc peut-être M. Vervoort devrait faire un coup de gueule aussi. Boris Diliès, il sera entendu par la commission Uberfiles au Parlement bruxellois, commission qui est installée aujourd'hui? On va décider ça ce matin. C'est nous qui décidons ce matin qui va être invité. Je pense que si Boris Diliès vient, il a des chouettes choses à expliquer parce que, une nouvelle fois, on a une amalgame. J'explique juste. Ancien président de la commission infrastructure au Parlement bruxellois. Il dirigeait donc les débats du Parlement sur ces questions de mobilité. Et le lobbyiste d'Uber l'avait à un moment qualifié d'ami d'Uber, notre meilleur allié politique en Belgique. C'est ce qu'avait révélé le Uber Files. Oui, mais une nouvelle fois, parce que à un moment donné, Boris Diliès, comme président de la Commission, a pris le temps de rencontrer un des acteurs qui a créé quand même pas mal d'emplois à Bruxelles, qui a permis d'ouvrir une alternative de mobilité à Bruxelles. Parce qu'il les a rencontrés, automatiquement, l'amalgame est jeté, l'opprobre est jeté sur l'homme, quoi, il aurait touché des valises, il aurait touché je ne sais pas quoi. Alors, il faut arrêter, Je dis, sinon plus personne ne va vouloir faire de la politique. Et alors, moi, je ne vais plus aller le soir à des conférences ou à des galas organisés par telle fédération sportive, que Dieu sait, parce qu'on
va me condamner potentiellement d'avoir été corrompu. Je veux dire, on garde quand même notre libre arbitre. Mais donc Boris Didias et Pascal Smet, qui connaissaient bien le lobbyiste en chef de Uber à Bruxelles, c'est normal, ça fait partie de leur job. Mais bien sûr, oui. Je veux dire, alors ça c'est pour Uber ici en l'occurrence. Et si Uber a eu des pratiques après ou a fait des choses qui sont graves et qui sont illégales, ben voilà, on pourra le déterminer et on va faire des recommandations pour éviter que ça se passe encore. Mais c'eût été quand même grave si il ne les avait pas rencontrés. Parce qu'alors quoi, il reste dans son bureau, donc on nous reproche d'être trop dans notre bureau, de ne pas rencontrer les gens, mais quand on le fait, alors après on nous le reproche aussi. Alors, il faut savoir. Alors on change encore une fois de sujet, si vous voulez bien, il est 8h23. Il faut un service civil obligatoire pour les jeunes à Bruxelles ? Ah oui, moi j'aurais... Alors pas qu'à Bruxelles, c'est qu'en Belgique, vous savez, je viens de Wallonie. J'aurais rêvé qu'il y ait ça. Beaucoup de Bruxellois, donc c'est pas grave. Ouais. Non, oui, absolument. Je pense que dans un monde de mondialisation, où on cherche à rencontrer le monde dans son ensemble, il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître soi-même, à découvrir un maximum de ses passions, de ses opportunités. Mais il y a déjà un service citoyen qui existe. Oui, mais vous avez il n'est quoi, pas suffisant. 500 000 personnes qui sont inscrites. C'est quoi, c'est une question de budget ? C'est une question de budget, puis c'est aussi parce que c'est facultatif. Et donc c'est vrai que moi je vais un pas plus loin. Et c'est vrai que j'apporte le caractère obligatoire. Donc la philosophie, elle est claire. La méthodologie, elle, je la laisse ouverte à des négociations. Ce que vous appelez la méthodologie, c'est combien de temps, voilà, qui serait concerné ? Exactement. Est-ce que ça se fait de 18 à 25 ans, étalé sur plusieurs années ? Est-ce que c'est 2 mois, 3 mois ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est important, c'est qu'il y ait 2 éléments. Un tronc commun, donc que tout le monde suive, je dirais, la même phase, avec des éléments d'histoire, de citoyenneté, d'échange entre ceux qui habitent Ribeaucourt, Fort-Jacot, Charleroi, Anvers, peu importe, et puis un tronc qui est plus ouvert à la volonté du jeune. Est-ce que je veux, moi, aller passer 1 mois, 2 mois dans le domaine du sport, dans le domaine des CPS, du social, dans le domaine privé ? Vous avez beaucoup d'entreprises qui ne demandent pas mieux de faire davantage de responsabilité sociétale, elles s'inscriraient là-dedans. Ouais, à la différence du service militaire, ce serait pour les filles et les garçons ? Oui. Oui. L'idée, c'est quoi ? C'est que ça permet de créer du lien et de faire nation ? Absolument. Vous savez, alors je prends toujours cet exemple, mais vous avez, par exemple, à Bruxelles, on a des quartiers à Bruxelles où vous avez des jeunes qui ont connu leurs parents qui cherchaient un emploi, leurs grands-parents qui cherchaient un emploi, qui veulent sortir de cette situation mais ne trouvent pas la porte. Le service civil obligatoire, c'est une des portes qu'on leur offrirait. C'est une proposition qu'il va falloir donc déposer au fédéral. Absolument. Dernière question, votre emploi du temps, ça va ? Pas de problème, regardez, je suis là ce matin. J'étais même en avant, j'étais à 7h30. Je crois que ce qui est très important, il y a 2 éléments. Je vous pose cette question parce que vous cumulez la fonction de président du CPS à Watermal-Boisfort, président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur à Bruxelles, ce que vous étiez déjà, et maintenant chef de groupe du Parlement bruxellois. Vous étiez député, vous n'étiez pas chef de groupe, vous l'êtes devenu avec le départ d'Alexia Bertrand. Ça fait beaucoup quand même, non ? Alors ça fait beaucoup, il me reste 1 an. Vous êtes bien organisé ? Je pense que c'est ça. J'ai une super équipe. Je fais très attention à mes heures de sommeil et je pense être bien organisé. Et ça s'est réchauffé, les rapports avec Alexia Bertrand ? Oui, ça s'est déjà réchauffé avant son départ pour l'Open VLD. C'est vrai qu'on a eu des tensions, ça c'est pas un secret. Mais maintenant, voilà, ça reste une amie de longue date. Ouais. Il y aura des listes communes entre le mouvement réformateur et l'Open VLD en 2024 ? C'est en discussion pour le moment depuis un certain temps. Je ne suis pas le seul à décider de ça, mais voilà, c'est une bonne discussion. L'objectif, c'est d'avoir des listes communes dans les communes ? Ça, dans les communes, oui. Et à la Chambre ? Au Parlement bruxellois, c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. En tout cas, dans les communes... Parce que c'est des collèges linguistiques séparés. Mais même dans les communes, on y travaille et il reste 2-3 communes où parfois c'est plus compliqué que ça. Donc négociation en cours. Voilà, exactement. Merci David Lester, merci vous. d'avoir été avec nous.